C'était censé être une randonnée amusante. Ça a failli nous tuer toutes les deux. Ma meilleure amie Jackie et moi faisions une randonnée sur l'Appalachian Trail quand elle a soudainement crié et sauté en arrière d'un rondin tombé. Le serpent s'est glissé dans les broussailles et a disparu avant que je puisse l'identifier. Elle se tenait le mollet et quand elle a retiré sa main, il y avait 2 petites blessures par perforation qui saignaient. Jackie a dit que c'était peut-être juste un serpent ratier inoffensif parce qu'elle n'avait pas entendu de son de crécelle, mais sa voix tremblait et nous savions toutes les deux que beaucoup de serpents venimeux ne font pas de bruit avant de frapper. J'ai vérifié mon téléphone mais je n'avais aucun réseau, ce qui n'était pas surprenant puisque nous étions à 6 miles du parking. Jackie semblait aller bien au début, juste secouée, et nous avons nettoyé la blessure avec de l'eau de ma bouteille et l'avons enveloppée avec le bandana de ses cheveux. Elle a dit que ça ne faisait pas si mal, peut-être un 3 sur 10. Et nous avons commencé à retourner vers le camp, marchant plus vite qu'à l'aller. Je me disais que nous avions du temps, que même si c'était venimeux, nous avions peut-être 1 heure ou 2 avant que les choses ne deviennent graves. Jackie parlait de comment ça ferait une histoire folle à raconter à tout le monde. Mais ensuite, elle a dit que sa jambe commençait à picoter, comme des aiguilles qui se propageaient vers le haut depuis la morsure. Je lui ai dit que ça pouvait être psychologique, mais j'ai accéléré le pas parce que je me souvenais avoir lu qu'il fallait obtenir de l'antivenin rapidement, que chaque minute comptait. Elle suivait bien le rythme, mais ensuite elle a dit que le picotement s'était transformé en brûlure. Et quand j'ai regardé en arrière, elle boitait. La zone autour de la morsure gonflait. Une rougeur en colère se propageait sur son mollet comme du vin renversé. Mon estomac s'est noué parce que ça signifiait que le venin se propageait dans son système et nous étions encore à 5 miles de l'aide. Jackie a essayé de plaisanter, disant « Au moins si je meurs, je mourrai avec un beau bronzage. » Mais je pouvais entendre la peur en dessous. Elle a dû s'arrêter pour reprendre son souffle. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à paniquer parce que Jackie courait des marathons. Elle n'était jamais essoufflée. Elle a dit que sa poitrine semblait serrée. Et quand j'ai pris son pouls, il battait à toute vitesse. Beaucoup trop vite. Le gonflement avait atteint son genou, et je savais que nous manquions de temps, qu'il fallait aller plus vite, mais elle empirait. J'ai essayé mon téléphone encore, rien. Et la vision de Jackie devenait floue. Elle m'a attrapé le bras pour se soutenir et je pouvais sentir qu'elle tremblait. Elle transpirait à travers son t-shirt bien qu'il ne faisait pas si chaud, et sa peau semblait étrange, moite et froide, comme si elle avait nagé. Puis elle s'est penchée en avant et a vomi dans les buissons. Et quand elle m'a regardée, ses lèvres n'avaient plus de couleur. Elle a dit « Je pense que c'était venimeux ». Et j'avais envie de crier parce que bien sûr que ça l'était. Regarde là. Mais à la place, je l'ai juste aidé à marcher. Sa botte coupait son mollet à cause du gonflement. Alors je l'ai desserré, mais tout son pied était bouffi et semblait anormal. Elle s'appuyait lourdement sur moi maintenant. Chaque respiration semblait laborieuse, et je continuais à calculer combien de temps il faudrait pour obtenir de l'aide, même si nous atteignions le camp tout de suite. La route jusqu'à l'hôpital, si un hélicoptère pouvait atterrir ici. Les mots de Jackie commençaient à devenir confus quand elle a dit que sa langue semblait bizarre, et je pouvais voir qu'elle avait du mal à avaler. La numbness se propageait depuis son pied, et elle n'arrêtait pas de s'excuser de nous ralentir. Ce qui me donnait envie de pleurer parce que c'était Jackie, qui m'avait tenu les cheveux quand j'avais eu une intoxication alimentaire pendant les vacances de printemps et conduit 5 heures quand mon père avait eu sa crise cardiaque. Ses yeux commençaient à se révulser et elle a dit qu'elle voyait double et sa peau avait cette couleur grisâtre qui la faisait ressembler à une morte. Quand elle a toussé, il y avait des gouttelettes de sang et j'ai dû lutter pour ne pas perdre complètement les pédales. Nous n'étions qu'à mi-chemin du retour et elle se détériorait rapidement. J'ai essayé de courir en la soutenant, mais elle devenait un poids mort. Puis ses jambes ont complètement lâché et j'ai dû la poser au sol. Elle était à peine consciente, marmonnant qu'elle avait froid, bien qu'elle brûlait de fièvre et que le gonflement dépassait sa cuisse, toute sa jambe grotesque. Je continuais à vérifier mon téléphone avec des mains tremblantes, mais rien. Encore 3 miles jusqu'au camp. Et la respiration de Jackie avait ses pauses terrifiantes entre chaque souffle. Elle m'a regardé avec des yeux flous et a murmuré « Dis à ma mère que je suis désolée ». Et j'ai crié « Et désolée pourquoi ?» Mais elle ne répondait plus. Je l'ai allongée et j'ai couru, sprintant sur le sentier comme je n'avais jamais couru auparavant, vérifiant mon téléphone tous les 100 mètres, suppliant l'univers pour juste une barre. Mes jambes brûlaient, et je sanglotais, mais je continuais à courir parce que Jackie avait besoin de moi. Enfin, j'ai vu une barre clignoter sur mon écran et j'ai grimpé sur un rocher, composant le 911 avec des doigts tremblants. L'appel ne passait pas au début, le signal était trop faible, mais ensuite j'ai entendu la sonnerie. L'opératrice a répondu juste au moment où j'ai entendu quelque chose de gros bouger dans les broussailles derrière moi, se dirigeant vers l'endroit où j'avais laissé Jackie inconsciente et seule sur le sentier. J'ai commencé à crier dans le téléphone que quelque chose approchait de mon ami, et la voix de l'opératrice a traversé ma panique, me disant de faire autant de bruit que possible. J'ai attrapé toutes les pierres que je pouvais atteindre, et j'ai commencé à les jeter sur le sentier tout en criant à plein poumon, ma voix se brisant sous l'effort. Les bruits de craquement dans les broussailles se sont arrêtés 1 seconde, puis j'ai entendu ce que c'était s'éloigner. Des branches cassaient alors qu'ils s'enfonçaient plus loin dans les bois. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Mais je continuais à crier des mots au hasard, n'importe quoi pour continuer à faire du bruit. L'opératrice m'a demandé depuis combien de temps Jackie était inconsciente, et j'ai essayé de réfléchir, mais mon cerveau semblait embrouillé. Peut-être 5 minutes, peut-être 10. Je n'étais pas sûre. Elle m'a posé des questions sur la morsure de serpent, et je lui ai parlé du gonflement qui avait atteint la cuisse de Jackie. Comment elle avait vomi du sang, comment sa respiration avait ses pauses affreuses. L'opératrice a dit que je devais retourner auprès de Jackie tout de suite, mais continuer à faire du bruit tout le temps pour que rien ne s'approche d'elle. J'ai descendu du rocher, glissant presque sur la mousse humide, pressant le téléphone entre mon épaule et mon oreille,
tout en utilisant mes deux mains pour me stabiliser. Ma cheville s'est un peu tordue quand j'ai touché le sol, mais je m'en fichais. J'ai juste commencé à courir et à parler fort, disant tout ce qui me passait par la tête à propos du sentier, de Jackie et de ma peur. L'opératrice continuait à me poser des questions pour me garder concentrée. Voulait savoir exactement où nous étions. Et je lui ai parlé du grand chêne qui était tombé en travers du sentier où Jackie s'était effondrée, peut-être un quart de mile après l'endroit où le ruisseau traverse le chemin. Elle m'a demandé si j'avais des repères pour l'équipe de secours. Et j'ai décrit les marques blanches sur les arbres, le panneau en bois à la dernière intersection du sentier, la section rocailleuse où il faut utiliser ses mains pour grimper. Mon téléphone a émis ce terrible bip de batterie faible et j'ai senti ma poitrine se serrer. Seulement 12% restant et l'opératrice a commencé à parler plus vite. Elle m'a dit que si nous étions coupés, je devais garder Jackie sur le côté pour qu'elle ne s'étouffe pas si elle vomissait à nouveau. Retirer tous les bijoux avant que le gonflement n'empire et utiliser quelque chose de vif pour marquer notre position pour l'équipe de secours. Je courais fort maintenant, mon souffle venant en halètement. Mais je continuais à parler assez fort pour effrayer quoi que ce soit, disant aux arbres ma journée, Jackie, n'importe quoi. Elle m'a demandé si j'avais des repères pour l'équipe de secours. Et j'ai décrit les marques blanches sur les arbres, le panneau en bois à la dernière intersection du sentier, la section rocailleuse où il faut utiliser ses mains pour grimper. Mon téléphone a émis ce terrible bip de batterie faible et j'ai senti ma poitrine se serrer. Seulement 12% restant et l'opératrice a commencé à parler plus vite. Elle m'a dit que si nous étions coupés, je devais garder Jackie sur le côté pour qu'elle ne s'étouffe pas si elle vomissait à nouveau. Retirer tous les bijoux avant que le gonflement n'empire et utiliser quelque chose de vif pour marquer notre position pour l'équipe de secours. Je courais fort maintenant, mon souffle venant en halètement, mais je continuais à parler assez fort pour effrayer quoi que ce soit, disant aux arbres ma journée, Jackie, n'importe quoi. Le sentier a tourné et j'ai vu un flash de rouge à travers les arbres. La veste de Jackie, et j'ai couru les derniers 50 mètres si vite que mes jambes semblaient sur le point de lâcher. Elle était exactement là où je l'avais laissée, mais son visage semblait pire, gris comme de la viande avariée, et je pouvais à peine voir sa poitrine bouger. L'opératrice m'a dit de vérifier son pouls, mais pas au poignet car il était trop gonflé. Alors, j'ai pressé mes doigts contre son cou comme elle l'a dit. Il était là, mais si faible que j'ai dû appuyer fort pour le sentir battre beaucoup trop vite comme un oiseau piégé dans une boîte. L'opératrice m'a guidée sur ce qu'il fallait faire ensuite. Et j'ai vu que la botte de randonnée de Jackie coupait profondément dans sa cheville à cause du gonflement, la peau gonflant autour. J'ai défait les lacets et essayé de retirer la botte. Mais son pied était si gonflé qu'il semblait avoir été gonflé avec de l'air, tout violet et brillant. La botte est enfin sortie avec un bruit humide, et son pied semblait encore pire sans elle. La peau était si tendue que je pensais qu'elle pourrait se déchirer. Des bleus violets se propageaient au-delà de son genou maintenant. Ces lignes sombres comme si quelqu'un avait dessiné sur elle avec un marqueur, et la zone de la morsure elle-même devenait noire. J'ai touché son front et il était brûlant, même si ses lèvres étaient bleues et qu'elle tremblait. L'opératrice m'a posé des questions sur sa respiration, et j'ai compté comme elle l'a dit, seulement 8 respirations par minute quand il devrait y en avoir environ 16. La pluie a commencé à tomber, juste quelques gouttes au début, mais je savais à quelle vitesse le temps changeait ici, et nous avions déjà froid. J'ai fouillé dans mon sac pour trouver la bâche d'urgence. Orange vif. Dieu merci, pendant que l'opératrice me disait comment l'installer sans trop bouger Jackie. Mes mains glissaient sur le matériau humide, et j'ai dû utiliser des pierres pour maintenir les coins, car je ne pouvais pas l'ancrer correctement sans la déplacer. La pluie s'est intensifiée, et j'ai essayé d'incliner la bâche pour garder Jackie au sec, mais tout en pouvant surveiller sa respiration. L'opératrice a dit que les secours étaient déjà en route, mais ils étaient à au moins 1 heure du début du sentier. Et ensuite, ils devraient marcher pour nous trouver. Mon téléphone indiquait 8% de batterie et diminuait, l'écran s'assombrissant pour économiser l'énergie, et l'opératrice donnait plus d'instructions sur comment garder Jackie au chaud et surveiller tout changement. Je voulais pleurer, mais il n'y avait pas le temps pour ça. Je faisais juste ce qu'elle disait, mettant ma veste autour des épaules de Jackie, vérifiant son pouls toutes les quelques minutes, m'assurant qu'elle restait sur le côté. La pluie tombait vraiment fort maintenant, rendant tout glissant et froid. Et la peau de Jackie était moite sous mes mains. 7% de batterie. Et l'opératrice parlait toujours, me disant que je faisais bien, que l'aide arrivait, que Jackie irait bien si je continuais à faire ce que je faisais. Jackie a fait ce bruit horrible d'étouffement, et tout son corps est devenu rigide sous mes mains. La voix de l'opératrice est devenue aiguë et urgente, me disant de la mettre sur le côté tout de suite. Et j'ai lutté avec le poids mort de Jackie, essayant de la retourner. Elle a commencé à vomir avant que je puisse la tourner complètement. Cet horrible mélange de bile et de sang qui éclaboussait le sol humide. J'ai enfoncé mes doigts dans sa bouche, comme l'opératrice l'a dit, dégageant des morceaux de vomi tout en essayant de ne pas avoir de haut le cœur à cause de la texture chaude et aigre. La respiration de Jackie semblait humide et épaisse, râlant dans sa poitrine comme si elle se noyait de l'intérieur. L'opératrice me disait que je faisais bien de garder ses voies respiratoires dégagées quand j'ai entendu des pas lourds remonter le sentier. Un gars en bottes de randonnée et short cargo est apparu, a jeté un coup d'œil à Jackie et a immédiatement commencé à dire qu'il fallait aspirer le venin. La voix de l'opératrice est devenue ferme dans mon oreille, me disant absolument pas. C'était dangereux et faux. Juste lui demander de courir jusqu'au parking. Le gars a dit qu'il s'appelait Finn et continuait à insister que son oncle avait été mordu une fois et qu'il l'avait sauvé en coupant un X sur la morsure et en l'aspirant. Je lui ai dit que l'opératrice avait dit non. Juste s'il vous plaît, allez chercher de l'aide. Guidez l'équipe de secours quand ils arriveront. Finn continuait à discuter, disant que je perdais du temps, que chaque seconde comptait, mais j'ai suivi le script de l'opératrice et lui ai fermement dit d'y aller. Il a finalement jogué en s'éloignant, secouant la tête et marmonnant sur les gens de la ville qui ne savaient rien. La pluie tombait vraiment fort maintenant.
Des gouttes froides qui faisaient trembler violemment Jackie. Même si elle était toujours inconsciente, je l'ai tirée contre moi, en roulant mon corps autour du sien pendant que l'opératrice expliquait que le froid ralentirait le venin, mais qu'il fallait aussi surveiller l'hypothermie. La peau de Jackie semblait glacée sous mes mains, et ses lèvres devenaient bleues. Puis elle a juste arrêté de respirer, sa poitrine devenant complètement immobile, et j'ai crié dans le téléphone. L'opératrice a commencé à compter avec moi. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, et tout mon corps tremblait. 4 Mississippi, 5 Mississippi. Et j'appuyais mon oreille contre sa poitrine, n'entendant rien. 6 Mississippi, 7 Mississippi, 8 Mississippi, et je sanglotais. Mississippi, 10 Mississippi, et puis Jackie a fait un horrible bruit humide et a recommencé à respirer. Mais maintenant, il y avait ces longues pauses effrayantes entre chaque respiration comme si son corps oubliait comment faire. L'opératrice parlait de dépression respiratoire quand mon téléphone a émis ce bip de mort. 5% de batterie clignotait sur l'écran et l'opératrice parlait plus vite, me rappelant de garder Jackie sur le côté, de compter ses respirations, de marquer l'heure de la morsure sur son bras. 3%. Et elle parlait toujours, mais les mots se coupaient. 2% et je fouillais frénétiquement dans mon sac pour trouver le Sharpie que je savais être là-dedans quelque part. 1% et l'opératrice a dit une dernière chose que je n'ai pas entendue avant que l'écran ne devienne noir. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le Sharpie, mais j'ai écrit 14h47 morsure de serpent sur l'avant-bras de Jackie en grosses lettres. Je continuais à faire ce que l'opératrice avait dit, compter les respirations, vérifier son pouls au cou, m'assurer qu'elle restait sur le côté. Puis je l'ai entendu. Ce magnifique thump-thump-thump des pales d'hélicoptère qui se rapprochaient. J'ai attrapé mon sifflet d'urgence, et j'ai commencé à souffler en 3 coups brefs, encore et encore, tout en agitant mon miroir de signalisation de l'autre. L'hélicoptère est apparu au-dessus des arbres, tournant 1 fois, 2 fois, et je criais et agitais la bâche orange. Il a plané pendant ce qui semblait une éternité, si bas que je pouvais voir le pilote regarder en bas, mais ensuite il a commencé à remonter. Les arbres étaient trop denses, aucun endroit pour atterrir, et je l'ai regardé s'éloigner vers le parking, emportant mon espoir avec lui. Quelque chose de gros a craqué dans les broussailles à proximité, et j'ai su ce son, ce grognement qui signifiait un ours. J'ai attrapé mes bouteilles d'eau et j'ai commencé à les frapper ensemble, criant à plein poumon, même si ma gorge était à vif de tous les cris. L'ours a grogné encore, plus près cette fois, probablement attiré par l'odeur du sang et du vomi. Je continuais à frapper et à crier jusqu'à ce que j'entende l'ours s'éloigner à travers les broussailles. Ma voix complètement partie maintenant. Je me suis tournée pour vérifier le pouls, et ses yeux étaient ouverts, me regardant fixement, mais sans me voir du tout. Elle a essayé de dire quelque chose, mais ça sortait tout faux. Juste des marmonnements confus comme si sa langue ne fonctionnait plus. Ses yeux se sont révulsés à nouveau, et elle était partie encore, me laissant seule sous la pluie avec 6% d'elle restante, et aucune idée si l'aide arriverait à temps. J'ai commencé à parler à Jackie de la nuit où elle a conduit 8 heures d'affilée quand mon père a eu sa crise cardiaque. Je lui ai dit comment elle m'avait tenu la main dans cette horrible salle d'attente de l'hôpital pendant qu'on attendait des nouvelles. Sa respiration s'est arrêtée 1 seconde, comme si peut-être elle pouvait m'entendre à travers l'endroit sombre où elle était. Je continuais, lui parlant de cette fois où elle m'avait dépanné quand j'étais coincée à Richmond sans argent. J'ai parlé de son 26e anniversaire quand nous avons eu des tatouages assortis, même si nous avions toutes les deux peur des aiguilles. Le gonflement avait atteint sa hanche maintenant, et son short coupait sa peau. J'ai sorti mon couteau de poche et j'ai soigneusement coupé le tissu avant qu'il ne coupe complètement la circulation. Toute sa jambe semblait fausse, toute violette et gonflée à 2 fois sa taille normale, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. La peau de Jackie brûlait, même si la pluie tombait plus fort maintenant et trempait tout. Ses stries rouges en colère se propageaient depuis la morsure comme des rivières sur une carte. J'ai reconnu ce que ça signifiait de mon cours de premier secours en milieu sauvage. Une infection massive qui s'installait avec le venin. Ma bouteille d'eau était presque vide. Mais j'ai versé ce qui restait sur son front et mouillé ses lèvres gercées. Je m'inquiéterais d'avoir soif plus tard si nous nous en sortions. Puis j'ai entendu quelque chose qui a fait bondir mon cœur. Des voix et des sifflets venant à travers les arbres. J'ai crié aussi fort que je pouvais, même si ma gorge semblait du papier de verre à cause de tous les cris. Les sons se rapprochaient, et j'ai vu des flashs d'orange à travers la pluie et les arbres. Les secours avaient trouvé et j'ai commencé à pleurer de soulagement. Un gars en veste orange s'est agenouillé à côté de nous et a immédiatement commencé à examiner Jackie. Son badge indiquait Corbin Waters, et il bougeait avec la confiance de quelqu'un qui l'avait déjà fait. Une autre secouriste, Elena Torres, sortait déjà des poches d'écreux et des fournitures médicales de son sac. Il travaillait vite, me posant des questions rapides sur quand la morsure s'était produite et quels symptômes j'avais vus. Elena a essayé de trouver une veine dans le bras de Jackie, mais le gonflement rendait cela impossible. Elle a dû mettre l'IV directement dans le cou de Jackie, ce qui semblait horrible. Jackie n'a même pas tressailli quand l'aiguille est entrée, et ça m'a fait plus peur que tout le reste. Corbin a expliqué qu'il faudrait 2 heures pour la transporter sur un terrain accidenté jusqu'au parking. Il a dit que Jackie avait besoin d'antivenin. Dans l'heure suivante, où les choses empireraient encore, il a pris sa radio et a appelé un hélicoptère pour nous rejoindre dans une clairière à environ 1 mile sur le sentier. Le reste de l'équipe est arrivé et ils ont soigneusement soulevé Jackie sur une sorte de brancard spécial fait pour les sauvetages en milieu sauvage. Ils l'ont attaché fermement avec ses sangles robustes sur sa poitrine et ses jambes. 6 personnes se relayaient pour la porter, et ils m'ont assigné à tenir la poche d'Agfé en l'air et à surveiller sa respiration. Nous avons commencé à bouger bien plus vite que je ne l'aurais cru possible sur toutes les racines et les rochers. L'équipe criait les obstacles les uns aux autres et changeait les porteurs toutes les quelques minutes. La respiration de Jackie faisait ce bruit de râle horrible à chaque rebond du brancard, mais au moins, elle respirait encore.
Elena a sorti une petite lampe de poche de la poche de son gilet et l'a allumée, se penchant sur Jackie pendant que nous continuions à avancer. Elle a soulevé une paupière de Jackie et a braqué la lumière directement dans son œil, puis a fait de même avec l'autre. La façon dont elle a froncé les sourcils m'a donné des nœuds à l'estomac. Elle s'est rapprochée de Corbin et a dit quelque chose, doucement que je n'ai pas pu entendre avec le bruit des bottes sur les rochers et la respiration lourde de tout le monde. Le visage de Corbin s'est crispé et il a hoché la tête, puis a crié à tout le monde d'accélérer encore plus. Mes bras brûlaient de tenir la poche d'Ivy en l'air, mais je la gardais stable, tout en regardant Elena vérifier les pupilles à nouveau toutes les quelques minutes. À chaque fois, elle semblait plus inquiète, et je l'ai vue murmurer quelque chose à propos du gonflement à Corbin. Le sentier devenait plus raide et plus étroit, nous forçant à avancer en file indienne avec le brancard incliné à un angle fou. Le corps de Jackie est devenu complètement rigide sans avertissement, chaque muscle se bloquant comme si elle avait été électrocutée. Son dos s'est arqué contre les sangles, et sa mâchoire s'est serrée si fort que je pensais que ses dents pourraient se casser. Elena a tout lâché et a attrapé la tête de Jackie avec les deux mains pour l'empêcher de frapper contre le cadre métallique. Corbin comptait à voix haute tout en regardant sa montre, sa voix stable, mais ses yeux montrant une réelle inquiétude. La crise a duré ce qui semblait une éternité, mais probablement seulement 30 ou 40 secondes. Quand elle s'est enfin arrêtée, Jackie est redevenue complètement molle, et cette écume sortait de sa bouche. Elena l'a essuyée avec de la gaz pendant que Corbin parlait par radio de la crise. L'équipe continuait à avancer, mais tout le monde semblait secoué maintenant. Nous avons traversé des broussailles épaisses, et soudain les arbres se sont ouverts sur une clairière. Mon cœur a bondi car ça devait être l'endroit où l'hélicoptère atterrirait. Mais ensuite, la radio de Corbin a grésillé avec de mauvaises nouvelles. Le pilote tournait au-dessus mais disait que la clairière était bien trop petite et entourée d'arbres trop hauts. Il ne pouvait pas risquer d'essayer d'atterrir sans heurter quelque chose. Corbin a juré à voix basse et a dit à tout le monde qu'il faudrait porter Jackie jusqu'au parking, ce qui signifiait au moins 1 heure de plus sur un terrain accidenté. La déception m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac, mais nous n'avions rien d'autre à faire que continuer. Nous avons replongé dans les arbres, et le sentier est devenu encore plus rude avec ses énormes racines traversant le chemin tous les quelques mètres. Jackie a fait ce bruit d'étouffement et tout son corps a commencé à se soulever. Elle vomissait alors qu'elle était attachée à plat sur le dos et ne pouvait pas tourner la tête assez pour dégager. Elena a bougé plus vite que je n'avais jamais vu quelqu'un bouger, sortant cet appareil d'aspiration qui ressemblait à une poire à jus surdimensionnée. Elle l'a enfoncé dans la bouche de Jackie et a commencé à aspirer le vomi tout en criant pour nous de pencher tout le brancard sur le côté. Le bruit était absolument dégoûtant. Ce bruit de succion humide qui m'a donné envie de vomir aussi. Mais ça a marché, et Jackie a commencé à mieux respirer. Bien que maintenant, il y avait ce bruit de râle dans sa poitrine à chaque respiration. Nous continuions à avancer, et mes jambes semblaient engelées à cause du rythme et du stress. Les arbres commençaient à s'éclaircir, et je pouvais voir des aperçus de ciel qui n'étaient pas bloqués par les branches. Puis soudain, nous sommes sortis des arbres dans le parking, où 2 ambulances attendaient, avec leurs gyrophares allumés. Les ambulanciers des ambulances se sont précipités et ont commencé à transférer Jackie du brancard à leur civière si vite que je ne pouvais pas suivre ce qu'ils faisaient. Ils accrochaient de nouveaux cars et attachaient toutes sortes de moniteurs tout en criant des trucs médicaux entre eux. Corbin m'a attrapé le bras et a commencé à me tirer vers la 2e ambulance. Il a dit que je montrais des signes de choc et de déshydratation et que j'avais besoin d'être examinée aussi. J'ai essayé de dire que j'allais bien, mais mes jambes ont lâché et lui ont donné tort. Ils m'ont aidé à monter à l'arrière de l'ambulance et m'ont fait m'allonger pendant qu'ils prenaient mes constantes et commençaient une crave dans mon bras. Le trajet jusqu'à l'hôpital était un flou de sirènes et de virages serrés qui faisaient tanguer mon estomac. Aux urgences, ils ont emmené Jackie immédiatement pendant que j'étais garée dans une zone à rideaux. Une doctoresse nommée Brianna Chase est arrivée, l'air très professionnel avec sa blouse blanche et son porte-bloc. Elle a commencé à expliquer que Jackie avait besoin d'antivenin tout de suite, mais que c'était super cher et pouvait causer ses propres réactions graves. Un gars en costume est arrivé avec une pile de papier, son badge indiquant Walker Hogan, administrateur de l'hôpital. Il a dit que comme Jackie ne pouvait rien signer elle-même, ils avaient besoin de son plus proche parent pour donner la permission. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine utiliser mon téléphone, mais j'ai réussi à appeler la mère de Jackie. Elle a répondu à la 3e sonnerie, et j'ai dû lui dire ce qui s'était passé pendant que le docteur Chase prenait le téléphone pour expliquer les trucs médicaux. La mère de Jackie pleurait si fort qu'elle pouvait à peine parler, mais elle a donné son consentement verbal par haut-parleur. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle conduisait depuis 3 États et demandait si Jackie irait bien. Le docteur Chase ne promettait rien, sauf qu'ils feraient de leur mieux. Ils m'ont précipité dans la chambre de Jackie où une infirmière nommée Natalia Glass accrochait déjà des poches d'antivenin sur le poteau d'Ive. Elle a expliqué qu'elle surveillerait Jackie de très près car certaines personnes ont de mauvaises réactions à l'antivenin lui-même. Le médicament a commencé à couler dans les veines de Jackie et Natalia. Vérifiait tous les moniteurs toutes les quelques secondes. Tout semblait aller bien pendant peut-être 5 minutes. Puis toutes ces alarmes ont commencé à hurler en même temps. La tension artérielle de Jackie avait chuté à quelque chose de dangereux et Natalia bougeait soudainement à la vitesse de l'éclair. Elle a crié pour le docteur Chase qui est arrivé en courant avec 2 autres infirmières. Elles ont poussé un tas de médicaments dans l'IV de Jackie pendant que Natalia criait des chiffres des moniteurs qui empiraient. Le docteur Chase donnait des ordres et quelqu'un a apporté ce chariot de réanimation avec les palettes pour choquer le cœur des gens. Elles ont réussi à stabiliser Jackie après ce qui semblait des heures, mais probablement seulement 10 minutes. Le docteur Chase m'a prise à part et a expliqué que ce serait un long processus avec beaucoup de hauts et de bas.
Le gonflement pourrait prendre des semaines à complètement diminuer et il pourrait y avoir des dommages permanents au tissu de sa jambe. Elle a dit que Jackie avait de la chance d'être encore en vie, vu la quantité de venin qu'elle avait reçu et le temps qu'il avait fallu pour obtenir un traitement. Un ranger du parc est arrivé avec un carnet et a commencé à me poser des questions sur ce qui s'était passé exactement. J'ai réalisé en lui parlant que je n'avais jamais vraiment vu le serpent clairement, juste un mouvement dans les feuilles. Il a hoché la tête et a dit « D'après les symptômes de Jackie et l'endroit où nous faisions de la randonnée, c'était presque certainement un serpent à sonnette des bois. » Le ranger l'a noté dans son carnet et est parti pendant que je m'effondrais dans une de ces chaises en plastique de la salle d'attente. Mes vêtements étaient encore humides, de la pluie et je tremblais d'épuisement. Mais je ne pouvais pas partir tant que je ne savais pas que Jackie irait bien. La télévision dans le coin diffusait une émission de cuisine en mode muet, et je regardais des gens faire des pâtes pendant que les infirmières passaient en hâte dans le couloir. Chaque fois que quelqu'un en blouse passait, je bondissais en pensant qu'ils avaient des nouvelles de Jackie, mais ils continuaient juste à marcher. Vers minuit, je me suis assoupie avec la tête contre le mur, et je me suis réveillée quand mon téléphone a vibré avec un texto de la mère de Jackie, disant qu'elle était à 2 heures de route. Je suis allée à la machine distributrice, et j'ai pris un café qui avait un goût d'eau brûlée, mais au moins c'était chaud. La salle d'attente s'est remplie et vidée 3 fois pendant la nuit, avec d'autres urgences allant et venant. Un enfant avec un bras cassé, un vieil homme ayant des douleurs thoraciques, une femme qui avait eu un accident de voiture. Je vérifiais constamment l'heure sur mon téléphone et surveillais la porte de l'unité de soins intensifs où ils avaient emmené Jackie. Mes jambes me faisaient mal à force de rester assise si longtemps, et je faisais des cercles dans la salle d'attente pour rester éveillée. L'aube est arrivée à travers les fenêtres et tout semblait gris et délavé. Une infirmière est enfin sortie vers 7h du matin et m'a dit que Jackie était stable mais toujours dans un état critique et qu'il la surveillait de près. J'ai demandé si je pouvais la voir, mais elle a dit pas encore. Peut-être plus tard après que les médecins aient fait leur ronde. La mère de Jackie a fait irruption par les portes des urgences 1 heure plus tard, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Ses cheveux étaient en désordre et ses yeux rouges d'avoir pleuré tout le trajet. Elle m'a attrapée dans le couloir et nous nous sommes enlacés pendant qu'elle sanglotait sur mon épaule. Elle n'arrêtait pas de dire « Merci d'avoir sauvé la vie de Jackie ». Encore et encore, mais je me sentais malade parce que si j'avais été plus rapide ou fait des choix différents, peut-être que Jackie ne serait pas en train de lutter pour sa vie. Le médecin est sorti et a expliqué que Jackie répondait au traitement, mais qu'il surveillait les complications comme des dommages aux reins à cause de tout ce venin. 2 jours ont passé lentement avec moi, et la mère de Jackie nous relayant pour rester dans l'unité de soins intensifs pendant les heures de visite. Jackie avait des tubes partout et des machines bipant constamment, et sa jambe était enveloppée de bandages de la hanche à la cheville. Le 3e matin, ses yeux se sont ouverts pendant que je lui tenais la main, et elle a serré faiblement en retour. Elle ne pouvait pas parler à cause du tube respiratoire, mais ses yeux se sont fixés sur moi, et je pouvais voir qu'elle me reconnaissait. Sa mère a recommencé à pleurer. Et l'infirmière a dû nous rappeler de rester calme pour ne pas perturber Jackie. Le gonflement de sa jambe diminuait, mais elle semblait encore énorme sous les bandages, et le chirurgien est venu expliquer qu'il pourrait devoir opérer pour soulager la pression dans les tissus. Il voulait attendre 1 jour de plus pour voir si le gonflement diminuerait encore tout seul d'abord. Cette nuit-là, les mesures de la jambe de Jackie se sont effectivement améliorées. Et le matin, le chirurgien a décidé que l'opération n'était pas nécessaire après tout. Ils ont retiré le tube respiratoire, et Jackie a croassé que sa gorge lui faisait mal. Mais au moins, elle pouvait parler. Au cours de la semaine suivante, ils l'ont transférée dans une chambre normale et ont commencé à réduire ses médicaments contre la douleur. Elle a gardé plus de tissu de sa jambe qu'il ne l'avait pensé possible au départ, bien qu'elle aurait des cicatrices pour toujours. 3 semaines après la morsure, je l'ai conduite à son premier rendez-vous de physiothérapie dans ma voiture. Le thérapeute l'a aidée à se tenir entre des barres parallèles, et elle a fait 5 pas avec un déambulateur en s'agrippant au rail. Elle a fait une blague faible sur le fait que 5 pas n'étaient rien pour quelqu'un qui courait des marathons, mais nous avions toutes les deux des larmes qui coulaient sur nos visages. La semaine suivante, je me suis inscrite à un cours de secouriste en milieu sauvage au collège communautaire. Quand je suis entrée dans la première classe, l'instructrice s'est révélée être Elena de l'équipe de recherche et de sauvetage qui avait aidé à sauver Jackie. Elle se souvenait de nous et a utilisé le cas de Jackie comme exemple pendant la leçon sur le traitement des morsures de serpent. Jackie et moi avons commandé une belle carte en ligne et l'avons envoyée avec un don de 1000 $ à l'équipe de recherche et de sauvetage pour les remercier. Corben a répondu quelques semaines plus tard en disant qu'ils utilisaient maintenant le cas de Jackie dans leur scénario de formation parce qu'il montrait à quelle vitesse le venin de serpent pouvait agir. 6 semaines après tout ce qui s'était passé, Jackie m'a demandé de la conduire au parking du début du sentier. Nous sommes restés assises dans ma voiture à regarder l'entrée du sentier où d'autres randonneurs partaient avec leurs sacs et leurs bâtons. Jackie a dit qu'elle ferait peut-être de la randonnée à nouveau un jour, mais pas encore, pas prête. Je lui ai tenu la main pendant que nous regardions les gens disparaître dans les arbres et je continuais à penser à quel point notre voyage s'était terminé différemment de ce que nous avions prévu. C'est toute l'histoire. Je suis tellement contente que vous ayez été là pour l'entendre, car cela rend le partage de ces moments précieux. J'espère que cela a ajouté un peu de lumière à votre journée. Abonnez-vous si vous voulez continuer à partager ce sentiment.